Salut à tous, la team Billion Keys. J'espère que tout le monde va bien malgré ces temps un peu compliqués de Covid. Aujourd'hui, pour penser à autre chose, on reçoit un ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Monaco, même du Milan AC, ancien consultant du Canal Football Club, ancien agent, ancien dirigeant de club, actuel entraîneur de Châteauroux. C'est Marco Simone aujourd'hui qui nous donne les clés de la réussite. C'est parti. Salut Marco Simone, comment ça va? Bonjour Samuel, très bien, merci. Très heureux de te recevoir dans l'interview Billion Keys. On va commencer simplement. Toi, tu es dans le football depuis très longtemps. Tu as été joueur, tu as été consultant, tu es maintenant entraîneur. Le football, en fait, c'est toute ta vie finalement, non? Oui, tu as oublié de dire président Ah oui. d'honneur d'un club professionnel de Ligue 3 en Italie, directeur sportif aussi, Voilà, c'est ça. agent de joueurs. Donc, j'ai touché tous les rôles du football. Ouais, c'est ça, tu as touché à tout et Tout. finalement, J'ai connu tous les rôles et c'est pour ça que après avoir fait la carrière de footballeur, je suis retourné sur le terrain parce que un footballeur, le meilleur rôle qu'il a, c'est sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai décidé de faire les coachs depuis 8 ans, depuis 2011, avec mon première expérience à Monaco. Monaco, voilà. Et tous les rôles à milieu, donc dirigeant, directeur sportif, agent de joueurs, consultant, ça ne collait pas à ma mentalité. Donc, Ouais. je l'ai fait. Quand je l'ai fait dans les différentes situations, surtout à la télé, je me suis vraiment amusé. Mais voilà, j'ai décidé que c'était pas fait pour moi à la fin. Tu préfères donc être entraîneur, c'est ce que tu préfères le plus, tu es au plus proche de ton ancien métier de footballeur finalement. C'est le seul rôle que tu sens vraiment à 100% en tant qu'un footballeur. C'est-à-dire que tu vis les mêmes sensations, les mêmes pressions, les bons et les mauvais moments que tu as vécu en tant que footballeur. Tout le reste, c'est un peu faussé. Ouais. Faussé parce qu'il y a un milieu d'autres, forcément d'autres arguments, souvent l'argent. Hmm. Et donc, c'était quelque chose que ça ne me plaisait pas trop. C'est pour ça que j'ai senti vraiment l'exigence de retourner sur le terrain. Hmm. Et c'est ce qui est finalement le plus proche voilà, de l'ancien métier. Alors, en tant que joueur, tu as joué à Milan, tu as joué au PSG, tu as joué à Monaco, tu as joué à Nice. En tant qu'entraîneur, tu as entraîné Monaco, tu as entraîné en Thaïlande, tu as entraîné en France. Dans tout le monde, hein. Je Voilà, suis c'est ça. parti de Monaco pour aller en Suisse, pour revenir en France, C'est pour ça, repartir Lausanne. en Thaïlande, Maroc, Tunisie. J'ai touché un peu pas mal de pays. Et justement, pour toi, dans quelle mesure l'adaptation à la culture pour un joueur ou même pour un entraîneur, ça peut être un frein à être tout de suite en réussite dans son métier? Est-ce que ça peut l'être des fois? Je pense que on ne peut pas généraliser. Moi, j'ai la chance d'avoir un niveau caractériel, une ouverture par l'étranger. J'étais le premier joueur d'un certain niveau à partir à l'étranger en France en 98 à Paris. À cette époque-là, les joueurs italiens ne bougeaient pas trop dans les championnats italiens et c'était impossible. Et moi, j'étais le premier arrivé en France. Après, derrière, Zola, Gianluca Vialli, ils sont partis à Chelsea. Il y a eu des Italiennes qui sont partis, mais mon esprit, c'était déjà celui-là d'ouverture totale à l'étranger. Et c'est pour ça que voilà, j'ai trouvé toujours des bonnes solutions et des bonnes expériences à l'étranger parce que j'ai jamais eu de problème d'adaptation, que ce soit au Maghreb, que ce soit dans un pays asiatique Thaïlande. comme la Thaïlande ou en Europe. Je me suis toujours adapté rapidement, bien sûr après avec les différentes difficultés parce que chaque pays a sa mentalité, mais aussi avec des avantages que, par exemple, tu ne trouves pas en Europe, que ce soit la Thaïlande ou les Maghreb. Hmm. Oui, c'est ça, finalement, tu as toujours aimé vagabonder et ça n'a jamais été un frein pour toi, en tout cas, en tant que personne, de changer de pays, de changer Non, de culture. Ça.
Non, non, souvent les personnes me demandent les milieux, mais comment ça se fait que tu vas entraîner là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi, je dirais déjà, quand tu es entraîneur et tu as des opportunités, c'est bien de les saisir. Mm. Et après, parce que ça me plaît. Ça me plaît. Moi, j'ai trouvé, par exemple, sur l'expérience en Thaïlande, dans un pays que je connaissais pas forcément au niveau football, Oui, j'ai c'est ça. trouvé des choses hyper intéressantes par rapport à la culture sportive, chose qu'on n'a pas en Europe Oui. et que franchement, j'aurais aimé voir en Europe. Donc cet plaisir de découvrir des choses nouvelles, ça m'intéresse beaucoup, franchement. Mm. Qu'est-ce qui, pour toi, par rapport, bah justement, je parlais de la Thaïlande, qu'est-ce qui, pour toi, par exemple, entre la Thaïlande et l'Europe, et fait qu'il y a une différence telle de niveau entre les championnats? Parce que, par exemple, on sait qu'une équipe en France bat très logiquement une équipe thaïlandaise parce que le football européen est plus coté et plus fort. Et pourquoi il est plus fort pour toi, qui est Ah, entraîné mais là-bas? aujourd'hui, la différence, ça arrive seulement par le développement que ces pays ils ont eu. C'est-à-dire qu'il y a un retard, bien sûr, dans le développement professionnel, que c'est normal. Mm. Et quand on voit les championnats, par exemple, du Japon ou de la Corée, moi, je te peux garantir que le niveau et la qualité des jeux et la qualité des joueurs, il est très haut. Après, c'est quoi la grande différence? Que ces pays-là, ils n'ont pas, on dit, les stars mondiales qu'on peut voir en Europe, mais je te peux garantir qu'en équipe comme le Paris Saint-Germain, si tu enlèves Mbappé, Neymar et Di Maria, il a du mal à battre une équipe japonaise parce que Ouais. de ce côté-là, en Japon, qu'ils ont démarré avant les autres pays asiatiques, le football, c'est un pays très développé. Thaïlande, forcément, le niveau par rapport à l'Europe, il est plus bas, mais la qualité générale est des niveaux. Après, il manque comment on dit, les stars mondiales qui font faire la différence par rapport aux autres équipes. Et Donc, par il n'y a rapport pas aux de grande structures, différence. Moi, je préfère, franchement, je préfère le football asiatique, voir le Japon, voir la Corée, par exemple, mm, que certains pays en Europe. oui. Parce que tu vois du football. Parce que là encore, Il y a une science il n'y tactique a forte pas. en Corée et au Japon, non? Hein? Il y a une science tactique assez forte en Corée et au Japon, non? Oui, parce qu'en plus, eux, ils ont la culture des copier-coller. Mm. Donc, ils copient et ils collent parfaitement des Barcelone plutôt qu'une autre équipe. Et avec leurs moyens, ils arrivent à faire exactement la même chose. Et donc, la différence, je répète, c'est la qualité de certains joueurs mondiaux qui font aussi qu'une équipe, il a plus de chances d'être numéro un en Europe. Mais sinon, au niveau footballistique, moi, je suis sûr que d'ici à 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'Asie, ça va être un but très important pour le football. Il y a une différence de structure dans les formations, enfin, dans les centres de formation aussi. Ça fait partie, ça aussi, du développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on reprend la Thaïlande, il commence à arriver des formateurs français, des formateurs étrangers. Et donc, il y a des académies qui sont en train de monter. Et forcément, ils vont avoir besoin de ça parce que la chose, effectivement, que ça manque, cette formation qui en Europe, il y a, et notamment dans certains pays comme la France, et les Belgiques, l'Allemagne, la Suisse, et en partie l'Italie, qui dans ces pays-là, il n'y a pas. Mais je ne prends pas de la Thaïlande parce que Oui, oui. je, je peux te garantir que dans d'autres pays asiatiques, ça, il est fort, la présence d'académies, d'écoles de football. Mm. Alors toi, tu n'as jamais entraîné en Italie. Est-ce qu'il y a une Non. chance un jour de te voir entraîner en Italie? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est juste un manque d'opportunité? Alors, sûrement une manque d'opportunité, sûrement parce que moi, ça fait quand même depuis 98 que je suis plus en Italie. Donc aujourd'hui, je suis considéré un étranger et dans mon métier, je suis considéré un étranger, un coach étranger. Mais à la base, c'est surtout le fait que je me rends compte dans n'importe quel pays que quand tu sors un peu dans les circuits, je ne dis pas que tu es oublié, mais ils ont du mal à revenir vers toi parce que D'accord. moi, je suis parti autant que joueur du Milan AC en 98. Donc, l'image qu'aujourd'hui il y a en Italie, c'est encore celui-là de Mm. Marco Simone au Milan AC. Donc,
ils ont un peu du mal à prendre du recul et me voir comme coach. Mais là, par exemple, là, depuis cette année, je commence à voir quelques ouvertures même en Italie. Parce que voilà, maintenant, ça fait 8 ans que je travaille en tant que coach. Donc, et ça commence à ouvrir même le marché italien, que pourquoi pas, hein, c'est un pays que voilà, Voilà. j'aimerais pouvoir entraîner, même si dans un côté, franchement, je ne sais pas si je serais dans la condition de le faire à 100% parce que je connais la mentalité italienne et moi j'ai une mentalité étrangère. Hmm. Donc, je pense que par rapport à toutes les expériences que j'ai faites dans le monde, ça va être le pays plus compliqué pour m'adapter. Parce D'accord. que pour pas mal de choses, je ne partage pas la mentalité italienne dans le travail. Tu parles dans la science tactique, par exemple, dans... Dans la façon de vivre le football en Italie. Hmm. C'est une façon euh, où il y a beaucoup de pression quotidienne, où il y a pas de recul, où le temps, il n'a aucun sens. Donc, euh, c'est une mentalité que ça ne colle pas à ma façon de travailler. Moi, je pense que le temps nécessaire pour développer quelque chose, c'est la priorité pour n'importe quel métier. Donc, et l'Italie, ça, ils ne l'ont pas. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est une, comment dire, une barrière pour prendre la décision, effectivement, d'accepter quelque chose en Italie. On avait Niko Kovac qui disait au début de saison que qui est entraîneur de Monaco aujourd'hui, que pour qu'une équipe développe le jeu exactement comme l'entraîneur le veut, il faut attendre au minimum 6 mois. Lui, il a très bien fait avec Monaco après 6 mois. C'est ce que tu penses aussi finalement? Mais tu sais, j'ai partagé cette analyse il y a 2 mois. Ah, C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, moi, j'ai pris le club de Châteauroux, dernier au classement, équipe que, bien sûr, avant d'arriver, moi, j'ai regardé son parcours en championnat, les 28 matchs qu'il avait déjà fait, une équipe qui ne joue pas au football, une hmm. équipe qui n'avait aucun sens, aucune idée, aucune philosophie des jeux. Et moi, après 3 jours où il fallait préparer un match, donc mon premier match à Sochaux, on a travaillé 3 jours avec beaucoup d'intensité, avec mon idée de jeu, mon projet de jeu, et c'est parti immédiatement. Ah C'est-à-dire oui. qu'après 3 jours, le projet de jeu que je voulais mettre en place, il est parti comme si ça faisait déjà 6 mois que j'étais au Ah club. oui. Donc, si je n'avais pas eu cette situation-là, j'aurais dit oui, je pense qu'il faut 3, 4, 5 mois avant de commencer à voir ton travail. Mais franchement, par rapport à mon expérience de cette année, je me dis non, c'est pas vrai parce que si tu arrives à avoir la bonne clé de lecture par rapport à ce qu'ils ont besoin, les joueurs, ça peut partir immédiatement. Ça peut partir immédiatement. C'est un peu comme l'amour, non? Et tout le monde il y a 2 façons. Il y a la façon que tu tombes amoureux immédiatement d'une femme et des fois, tu as besoin du temps pour te rendre compte que tu es amoureux d'une femme. C'est un peu la même chose. Donc, je pense pas qu'il y a une règle, Ça dépend franchement. de la communication, de l'atmosphère en fait avec les joueurs au sein du club, de pas mal Moi, d'aspects. j'ai eu mais même en Thaïlande, moi, j'ai eu, au bout d'un mois, même pas un mois, j'ai eu tout de suite une retour du travail, que ce soit l'entraînement, que ce soit dans les matchs, exactement comme je voulais. Donc, même en Thaïlande, par exemple, ça allait très vite, la chose. Dans d'autres pays, un peu moins. Donc, pour moi, c'est pas une règle, ça. C'est pas une règle. Je Hmm. pense que c'est plus une excuse de nous, les entraîneurs, pour essayer de garder le plus longtemps possible notre poste. Donc, on s'est dit, il faut 6 mois. On ne peut pas être dégagé avant 6 mois. Donc, ça doit être Après, une petite excuse. c'est quand même un métier pas facile. C'est vrai que comme tu disais, c'est aussi possible d'avoir besoin de temps et bah, s'adapter aux Non, joueurs. après, Voilà. voilà, je suis d'accord que les temps de travail, c'est important. Parce que dans une équipe, tu as forcément des joueurs qui ils arrivent tout de suite à comprendre ce que tu veux et des joueurs qui ont besoin du temps. Hmm. Parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas formés, parce qu'il y a des joueurs étrangers.
Donc, le temps, en tout cas, oui, je suis d'accord que la règle du temps, c'est importante. Sur ça, oui. Donc, tu disais que tu as repris le club de Châteauroux dans une situation un peu compliquée. Vous saviez à peu près déjà que le club allait être relégué. Ton travail, toi, ça a été de remettre l'équipe pied à pied sur le terrain, mais aussi le club, de le préparer pour la saison prochaine. Comment tu as fait ça avec les joueurs et aussi avec le club? Alors, il faut bien dire que le club a été racheté par le groupe United World, qui est propriétaire aussi de Sheffield United en Première Ligue, de Berchot en club Première Ligue belge. Après, ils ont un club en Inde et dans les Émirats arabes. Et l'objectif du groupe, c'est de prendre des clubs comme celui-là, on peut dire même des petits clubs, et avoir un programme entre 3 et 5 ans pour arriver à le premier niveau. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Sheffield. Ils l'ont pris en troisième ligue, l'ont emmené en première ligue. Et Berchot, pareil. Et donc, l'idée du groupe, c'est qu'entre 2005 et 2006, on puisse être en Ligue 1. Et donc, moi, j'ai bien sûr signé pour ce projet-là, en sachant qu'on s'est donné quand même la possibilité d'essayer de rester en Ligue 2 cette année, mais c'était vraiment difficile parce qu'en plus, sur les 10 matchs qu'on a joués, on a joué 7 matchs avec les premières 7 du classement. Donc, on savait qu'à la première défaite, pour nous, ça nous coûtait 3 fois plus parce qu'on avait déjà trop de retard. Et donc, on a profité de préparer, entre guillemets, les projets pour l'année prochaine parce que avoir 2 mois de travail en sachant que, entre guillemets, même si tu n'arrives pas à l'objectif du maintien, tu vas continuer ton projet. L'année après, c'est important. Et nous, on a vraiment profité pour connaître les clubs, pour structurer les clubs dans certaines situations, parce qu'en plus, là, on va à janvier dans le nouveau centre d'entraînement. Donc, on a pu donner notre avis par rapport à des choses technologiques qu'on aura besoin. Après, bien sûr, on s'est concentré sur le groupe professionnel. On a pu voir des jeunes qu'on n'aura pas pu voir si on était dans un nouveau saison. Donc, on a pu vraiment en connaissant à 100% de tous les matériels humains, football qu'on avait à disposition. Et c'est pour ça que maintenant, on est en train de reconstruire tout parce qu'on a un grand chantier. Parce qu'il faut considérer qu'entre les joueurs prêtés et les joueurs qui étaient affiés des contrats, on perd 18 joueurs. Ça veut dire qu'on est sur le marché à la recherche de 15 joueurs. Donc, on est presque sur une nouvelle équipe en sachant que voilà, on a un noyau très dur de joueurs et cadres en dizaines qu'on connaît déjà bien. Et ça, c'est très important. Donc là, voilà, vous avez préparé la saison pour la nationale finalement et pas pour Après, aujourd'hui, officiellement, on est national, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes en France dans le football, entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et donc, il y a quand même 1% d'espoir d'être repêché en Ligue 2 parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a des clubs qui vont en tomber. Et notamment les plus gros, que c'est Bordeaux, qui est au bord de la faillite. Et donc, en pratique, pour bien comprendre les choses, s'il y a 2 clubs qui tombent en panne, nous, on reste en Ligue 2. D'accord. Parce que c'est une chose automatique que ça va se passer. Oui, donc, on ne souhaite pas ça, mais de l'autre côté, on souhaite que quelqu'un tombe en panne parce que ça va nous permettre de partir dans la Ligue 2. Donc, ça, on va le savoir le 4 juillet. D'accord. Et bah, on attend le 4 juillet pour savoir si Marco Simone entraînera en Ligue 2 ou en National. Mais dans tous les cas, voilà, le travail sera effectué avec la base de ce que vous avez déjà produit, toi et le staff, pour cette fin de saison. Tu as parlé beaucoup voilà, des jeunes joueurs, des joueurs âgés et surtout des jeunes joueurs que tu as découverts cette année à l'Aberration. Est-ce qu'il y a une méthode de travail différente quand on s'adresse à un jeune joueur de moins de 21 ans, par exemple, plutôt qu'à un joueur de 27, 28 ans, voire 33 ans? Bah, regarde, il y a des fois dans les échanges verbaux, bien sûr, des argumentations différentes par rapport à des joueurs plus expérimentés. Mais après, moi, par ma façon de fonctionner, j'ai une rapport, un échange sportif
et des méthodes pareilles pour tout le monde. Parce que je considère qu'un joueur, même s'il a 16 ans, si c'est un joueur de football vrai, il comprend le travail. Oui. Donc, ma méthode, mon approche vis-à-vis même des jeunes joueurs, c'est comme s'ils avaient 30 ans. Parce que j'ai du mal à faire la différence entre les joueurs âgés et les jeunes joueurs. Pour moi, il y a des bons joueurs et les mauvais joueurs, c'est tout. L'âge, c'est relatif. Après, c'est sûr qu'un joueur de 16, 17, 18 ans, il doit construire encore certaines choses, que ce soit tactiquement, techniquement, mentalement. Et ça, c'est une autre chose. Mais par rapport à ma façon d'être, les rapports sportifs, ça ne change pas, c'est pareil. Bon. Et j'ai toujours un bon retour de la part des jeunes parce qu'ils se rendent compte d'être tout de suite considérés des pros. Ouais. Et donc, mon langage, ça lui plaît beaucoup plus comme ça qu'être traité toujours comme les professeurs ou les maîtres qui doivent toujours enseigner quelque chose à les petits gamins. Toi, quand tu fais tes choix titulaires remplaçants, l'âge n'a aucune importance alors. Non, absolument. Moi, je regarde si c'est un bon joueur ou un mauvais joueur. C'est ça. Non, non. Que... Après, moi, je suis conscient que je peux m'attendre des défaillances sur certaines choses d'un jeune joueur, mais on revient toujours à la même chose. Dans le football, on a toujours la facilité de dire, de ne pas juger en façon très négative l'erreur d'un ancien que d'un jeune. Souvent, quand c'est un jeune, on dit oui, mais c'est normal, c'est un jeune. Mais non, les mêmes erreurs que fait un jeune, le fait même un ancien. Donc, je ne vois pas parce qu'il y a cette différence de jugement. Mais dans le football, c'est ça. Il y a des dogmas qui sont déjà très établis et donc c'est constant. On dit souvent, un entraîneur fait souvent un choix d'expérience. Il y a pas mal d'entraîneurs qui disent voilà, je préférais le mettre lui parce qu'il a plus d'expérience. Guardiola, il l'a fait rien qu'il n'y a pas longtemps en demi-finale. Il a titularisé Fernandinho à la place de Rodri à la surprise générale. Et d'ailleurs, on l'a vu, l'expérience de Fernandinho a été utile. Il y a aussi peut-être cet aspect d'expérience qui joue dans certains choix d'entraîneurs. Alors peut-être pas toi, mais est-ce que tu non, mais on revient à la même chose. Un joueur d'expérience, que ce n'est pas un bon joueur, et ça ne me sert à rien. Oui, aujourd'hui, il faudrait que toi, tout le monde puisse me dire quel attaquant d'expérience avec un carrière exceptionnel, il est plus fort que Mbappé. Oui. Donc, dans une finale, tu dois faire un choix. Tu as une poste. Tu as Mbappé, il a 21 ans, un jeune, et un joueur d'expérience. Tu choisis qui? Moi, je pense que tu vas choisir Mbappé. Après, donc, Mbappé, on revient toujours. Oui, mais on revient toujours à la qualité du joueur. Pas le fait qu'Mbappé, c'est un jeune joueur. On regarde la qualité d'un jeune joueur, que c'est un phénomène, plutôt qu'un âgé. Après, les joueurs d'expérience sont très importants, ça c'est évident. Mais j'y reviens toujours, un joueur d'expérience nul, c'est mieux que. Ça sert à rien. Oui. Ça sert à rien. Quel conseil, justement, tu donnerais à un jeune joueur qui vient d'arriver dans le groupe professionnel? Est-ce qu'il y a des conseils que tu lui donnerais tout de suite? Pas forcément sur le football, mais sur leur football peut-être aussi. Peu importe, en fait. Moi, c'est un peu la difficulté aujourd'hui dans notre football, dans notre société, et tant que coach, la relation avec les jeunes par rapport à les plans carrière, à les conseils que tu veux donner quand ils arrivent pro. Et moi, j'ai toujours de trouver les plaisirs maximum à faire ces métiers-là, à s'entraîner, sans avoir d'autres pensées, sans avoir d'autres projets dans la tête. Parce que souvent, aujourd'hui, les jeunes joueurs, ils attendent tout de suite un résultat immédiat, que ce soit économique, que ce soit sportif. Non? Et c'est donc pas le temps de se construire un parcours. Donc, moi, la chose que je lui conseille tout le temps, de s'amuser en restant bien sûr professionnel, sérieux dans le travail, parce que c'est la seule chose qui compte. Tout le reste, c'est une conséquence, que ce soit bien, que ce soit mal. Donc, je dis toujours à les jeunes, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas que tu penses à l'argent, parce que ça, c'est seulement une conséquence de ce que tu vas faire sur le terrain. Oui, si tu vas mettre en avant l'argent à ton travail, tu es déjà fautif, tu vois ce que je veux dire. Et comme quand on parle des projets, on pense qu'avec beaucoup d'argent, on peut faire un grand projet. Moi, je suis convaincu qu'un grand projet te fait faire gagner beaucoup d'argent. Et
et c'est la chose la plus importante pour moi quand je parle avec les jeunes. Je dirais, tu vas avoir une grande carrière, tu vas gagner beaucoup d'argent, mise sur ton travail. Le reste, c'est une conséquence. Parce que si tu es nul, personne ne te donnera l'argent. Si tu es, si t'es un très bon joueur, tu n'as même pas demandé tu as besoin de demander. Ils te vont te le donner directement. Donc, c'est ça. Dans le Trouver football, du plaisir de travail, les jeunes, voilà, toi, pareil. et éliminer toutes les choses il y a autour de l'être football. Dans le football moderne, après, il y a les agents, les faux agents aussi, et tout ça qui rentre en jeu. Comment on peut faire pour aider un joueur qui C'est sent... difficile, c'est difficile. Il faut voir, c'est comme quand tu es père. Quand tu es père et tu as des enfants, et tu donnes toute l'éducation possible. Et après, malheureusement, c'est la chance qu'il fait si que ton fils il tombe pas sur des mauvais choix Hmm. et, ou pas, parce que toi, tu as tout fait du bien pour tes enfants. Et à la fin, c'est lui qui va décider de faire le bon choix, le mauvais choix. Et c'est pareil pour le footballeur. Pour un footballeur, c'est pareil. À un certain moment, c'est toi, au-delà de l'argent, au-delà surtout des parents, de l'entourage de la famille, qui L'entourage, souvent voilà. qui te font faire les mauvais choix. Donc, à un certain moment, il faut avoir la chance qu'il écoute, soi-disant, les bons conseils et prendre cette direction-là. Parce que sinon, tu ne peux rien faire. Moi, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai eu beaucoup de cas de joueurs qui ont préféré choisir la direction la plus facile, qui au début, c'est fantastique, mais au bout de 2-3 ans, ils sont perdus. Hmm. Donc, on revient à la question du temps. Non? Il faut se donner le temps de construire. Oui, c'est ça. Euh, Il faut pas précipiter les donc, choses. les faux agents, les bons agents, dire, il y a aussi des bons. Moi, j'ai fait pour 4 5 ans l'agent de joueurs et à un Hmm. certain moment, j'ai arrêté parce que c'était vraiment impossible, tu vois, gérer tous les entourages des jeunes footballeurs. C'était impossible parce que tu perdais beaucoup de temps pour éduquer ton joueur. Mais après, une fois qu'ils partaient à la maison, ou plutôt que avec leur entourage, ton discours, c'était déjà terminé. Donc c'était vraiment compliqué parce que je voyais que tout le temps, il avait ce côté économique devant à tout, que moi, je voulais toujours construire d'abord les projets sportifs Sportif. et les parcours sportifs, mais c'était vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner. Voilà. D'accord. C'est la mentalité finalement du job qui t'a fait arrêter ce métier. Tu sais, nous, on s'appelle Billion Keys. Donc, on essaie de donner les clés de la réussite aux gens. Quelles sont les clés de la réussite, tout d'abord en tant que joueur, de Marco Simone? Il faut croire en nous-mêmes, il faut croire toujours en nous-mêmes, il faut croire que rien ne s'est jamais terminé quand c'est vraiment terminé, parce que il y a toujours la possibilité de choisir, même si c'est un choix, c'est un choix, comme on dit, préféré, mais tu peux toujours choisir, et tu peux toujours choisir la direction à donner à ta vie, toi. Et ça dépend que de toi, parce que si tu après, c'est vrai que les opportunités, ils te donnent un coup de main, mais je pense que les opportunités, tu dois te les chercher toi. Si tu fais rien, si tu prends pas des risques, si tu ne crois pas en toi-même, les opportunités, ils n'arrêtent pas. Moi, je ne crois pas à la chance. C'est vraiment quelque chose sur laquelle je n'ai jamais cru. J'ai cru que, voilà, en faisant certaines choses, j'ai forcé, entre guillemets, comme on peut dire, la chance, que ça arrivait quelque chose de beau. Mais les choses que ça arrivait bien, parce que moi, je l'ai provoqué, parce que je n'ai pas attendu L'énergie que positive. quelqu'un il puisse me donner une opportunité. Non, je l'ai toujours forcé mes choix et j'ai pris des risques. Des fois, je me suis planté, mais je n'ai jamais arrêté cette idée, cette mentalité d'aller dans une direction que j'ai choisie. Bien sûr, avec des bons conseils, en faisant bien attention aux gens qui me parlaient, tu vois. Parce que moi aussi, hein, j'aurais pu, franchement, j'ai vécu l'adolescence comme plein d'autres garçons et j'aurais pu faire des choix plus faciles, des choix différents.
Et j'ai eu la force, pas forcément par l'éducation qu'elle m'a donnée dans ma famille, même si elle a joué un rôle, mais parce que voilà, j'avais les idées claires par rapport à ce qu'il fallait faire de bien pour arriver où je voulais arriver. Et tu y es très bien arrivé finalement avec une très très belle carrière de joueur qui s'est donc poursuivie en tant qu'entraîneur. Et donc, Marco Simon. Aujourd'hui, je n'ai pas encore une carrière fantastique en tant qu'entraîneur. Mais moi, avant d'être Marco Simone au Milan AC, à Paris, tout ça, j'ai eu une carrière difficile, dure. Euh, Souvent, quand j'étais plus jeune, j'étais appelé pour des essais pour des grands clubs comme l'Inter de Milan. Hein. Ils m'ont jamais pris, pour te dire, non? Quatre fois à l'âge de 14 ans, l'Inter de Milan il m'a dit non, non, t'es pas bon, pour te dire. Et, et donc aujourd'hui, quand j'ai fait des choix, même en tant que coach, je force mon destin parce que déjà, je considère que c'est les opportunités de travail. Donc, si dans une opportunité de travail, je peux montrer mes qualités en tant que coach, même si ça doit être en Thaïlande, c'est quelque chose qui en plus va enrichir mon expérience et donc je la prends, je force l'opportunité. Parce que je sais que c'est important de dire, te montrer à toi-même et à les autres qu'est-ce que tu peux faire, même dans des conditions que tout le monde dit, mais comment ça se fait que Simone est en Thaïlande et au Maroc? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il arrive quelque chose du ciel. Ça n'arrive à rien du ciel. Ça peut être utile aussi d'aller chercher de la culture, de la culture tactique en Forcément, Thaïlande, au forcément. Maroc, en Tunisie, en Suisse, qui sont Moi, pas je des... connais des grands entraîneurs italiens Hmm. qui aujourd'hui, si tu les proposes d'aller dans certains pays, ils auront du mal à pouvoir être coach parce qu'ils n'ont pas cette culture, cette ouverture et cette adaptation par certaines choses que forcément tu trouves dans d'autres pays. Et donc, ils seront obligés de partir. Et ça, c'est pour moi, c'est la limite, non? Oui. De pouvoir seulement travailler dans ton comme cercle, toi, pour moi, c'est la limite. D'ailleurs, on voit que le football italien tend à se développer un peu avec des coachs comme Gasperini aussi, qui apportent quelque chose de vraiment nouveau au football italien aujourd'hui, avec l'Atalanta. Moi, je pense que maintenant, depuis 7-8 ans, on est revenu à un niveau qu'on avait. C'est-à-dire que on s'est remis en question parce que malheureusement, ça, c'est un défaut de l'Italie et des Italiens que on pense, et c'est le cas du football, qu'on était les meilleurs de tout le monde. Donc, on pensait de donner des leçons à tout le monde. Et dans un côté, c'est vrai parce que à niveau européen, à niveau équipe nationale, quand tu gagnes, forcément, tu es le meilleur. Mais après, toi, on n'a pas eu l'humilité de développer tout ça dans une façon différente. Toi. On est resté assis sur le fait qu'on croyait d'être les meilleurs au monde et on a perdu du temps. Donc, pour 15 ans, Oui, on était vraiment les sixième, les septième pays européens forts dans le football parce qu'on on a pensé d'être les meilleurs. Là, on s'est remis en question. Ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que les coachs italiens ils ont changé de façon de penser. Et on développe un meilleur jeu dans les championnats. Avant, le football italien, c'était bien parce qu'il y avait des grands joueurs, mais il n'y avait pas autant d'équipes comme il y a maintenant qui jouent bien ouais, au football. Aujourd'hui, quand tu vois les derniers classements, quand tu vois Sassuolo, qui ouais, arrive presque en Europa League, que c'est des petits clubs, mais ouais. qui développent un beau jeu, Le Hellas aujourd'hui, Vérone le aussi. football en Italie, il est complètement changé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe de Sassuolo qui va à Milan et ils essaient de grignoter un Oui, petit voilà. nul en défense. Non, elle va, il joue au football, il montre. Après, ils perdent, mais ça joue au football. Et Et ça, avant, il n'y avait pas en Italie. Il n'y avait pas ça. j'ai l'impression qu'en France aussi, ça se développe justement. On l'a vu en Ligue 2 avec Auxerre, Troyes, Toulouse qui ont vraiment essayé de jouer au foot. En Ligue 1 avec le RC Lens. Voilà. J'ai l'impression que c'est peut-être en Europe aussi que tout ça se développe et au plus grand bonheur de nous, voyeurs Je de. pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Maintenant, je ne veux pas dire qu'on est dans la période de Covid, que c'est un moment triste pour la planète. C'est sûr. Donc, ce n'est pas le Covid qui a forcé ça. Mais je pense que ça fait des années que
et qu'ils voient le football. Et donc, même les supporters ils sont devenus plus compétents parce qu'ils voient tellement beaucoup de matchs. Ouais. Et donner du plaisir, et recevoir du plaisir, avoir du plaisir en regardant un match, c'est très important. Tu vois, je dirais. C'est vrai qu'on pense toujours, si mon équipe gagne 0, je joue mal et je suis content, mais la tendance, la mentalité est en train de changer. Les gens, ils vont voir, toi, ton équipe joue bien au football. Voilà. Une dernière question. On vous a demandé les clés de la réussite en tant que joueur. Quelles sont-elles, du coup, en tant qu'entraîneur, si tu penses les avoir? Et pour moi, c'est facile. Être toi-même. Et moi, pour avoir crédibilité avec les joueurs, avec ton équipe, il faut montrer qui tu es. Et donc, pas faire comme on fait au Japon, ou comme souvent les entraîneurs ils font, essayer d'être quelqu'un d'autre, non? Essayer d'être les Guardiola de la situation, ou les Klopp, ou les Mourinho. Parce que ça, c'est l'erreur principale. Les joueurs, ils ne sont pas stupides. Ils t'acceptent par rapport à qui tu es, dans les bien et dans les mal. Toi. Moi, je suis toujours convaincu qu'un entraîneur qui n'a pas capacité, mais qui a une crédibilité vis-à-vis de ses joueurs, c'est un bon entraîneur. Toi. Oui. Donc, il faut pas copier personne. Il faut être, toi, il faut se présenter comme nous sommes et pas montrer quelque chose qu'on n'est pas. Parce que les joueurs, ils ne sont pas stupides et tu perds de la crédibilité. Et avoir la crédibilité, c'est la priorité d'un coach. Avoir la crédibilité vis-à-vis de tes joueurs, au-delà de ce que tu proposes, toi. Au-delà de ce que tu proposes. Parce que je connais des entraîneurs qui n'ont pas compétence, ils sont nuls, ils font n'importe quoi, tout ça, mais ils ont une façon d'être avec les joueurs qu'ils ont une crédibilité plus importante des Mourinho, toi. Et donc, c'est des bons entraîneurs. Et l'équipe, il a des bons résultats. Bon résultat, ouais, c'est ça. Donc, c'est au-delà du jeu, c'est le rapport avec le groupe. C'est fondamental. Et il ne faut jamais oublier, en tant que coach, que les joueurs, c'est la chose la plus importante. Nous, les coachs, souvent, ils pensent d'être des magiciens, la tactique, ça. Mais les joueurs, c'est la chose la plus importante. Moi, j'étais joueur et je le sais. C'est les joueurs qui te font gagner les matchs. C'est les joueurs qui te font gagner les titres. Après, la porte et le support de le coach, c'est fondamental. Mais il ne faut pas oublier que c'est les joueurs qui te font gagner Mais et pas les coachs. merci beaucoup, Marco. Merci à toi et bonne chance pour votre programme, pour votre mission, pour votre projet. C'est intéressant. C'est très gentil. Et bonne chance à toi pour l'année prochaine avec Châteauroux. Donc, soit en Ligue 2, soit en National. Réponse le 2 juillet, si j'ai bien retenu. 4 juillet. 4 juillet, après les rapports sur Bordeaux et les autres clubs. Merci beaucoup, Marco. Et Ouais, merci à vous. très bon courage. Merci. Ciao. Salut. Merci.